Polysécure, épisode spécial. Je suis convié de Marc. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut, Marc Cormier, account executive chez Flair. Excusez mon acadien, mon français-anglais. Mais ouais, je suis vendeur, en effet. C'était la même chose, mais vendeur chez Flair. Ça fait quand même 3 ans, un peu plus que 3 ans maintenant. Ma gars qui a vraiment été plus dans les startups de tech. Et là, c'est la deuxième startup de cybersécurité que je fais maintenant. Maintenant, j'appartiens, ou pas j'appartiens, mais que qui te possède. Ouais, qui me possède, c'est ça. Une deuxième startup. Justement, ben, c'est tout le volet startup qu'on va discuter aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément d'intérêt pour faire des startups. Les gens ont beaucoup de questions par rapport au fonctionnement d'une startup en cyber, comment faire, tout ce que c'est. Toi, tu as une perspective très intéressante, justement, pas une perspective de founder, mais une perspective de genre de contributeur important. Et on ne se cachera pas que la vente est probablement l'élément très important pour aider la startup à se transformer et à devenir autre chose. Je vais te laisser présenter ça un peu, qu'est-ce que c'est, on va aller avec des questions. Oui, parfait. Ben, merci encore pour m'avoir invité. On s'est rencontrés quelques fois. Justement, la dernière fois, je pense que c'était à GoSec ou B-Sides Montréal. Mais ouais, la vie de startup, moi, c'est sûr, j'ai travaillé dans des grosses compagnies déjà, les gros corporate suit and tie, que je suis pas trop un gros fan maintenant. J'aime vraiment ça les startups, juste parce que le chaos, il n'y a pas de boîte définie. Tu fais vraiment ce que tu penses, puis rendu là, j'ai assez d'expérience que le monde, il me trust, puis il trust mes opinions, puis c'est ça. Alors, j'ai commencé en sécurité il y a à peu près 6 ans chez Delve Labs. Il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast qui connaissent bien les fondateurs. Alors, Gabriel Tremblay, Louis-Philippe, puis Pierre-David Doriol, qui était un grand moi je veux dire mentor dans la cyber, les gars qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont montré la vie de cybersécurité. Alors c'est sûr, quand j'ai commencé, j'étais très très intéressé là-dedans. C'est un domaine que t'entends personne, tout le monde entend chaque jour, là, quoi se faire hacker, tout ça. Puis encore à ce jour ici, je suis pas un gars super technique, je suis pas un hacker ou rien comme ça, mais ça m'a toujours intéressé beaucoup. Alors chez Delve Labs, c'est ça, j'étais le premier vendeur. Je me rappelle plus quel numéro d'employé que j'étais, mais c'était quand même au début. Il y avait déjà le produit, il y avait déjà fait du marketing, des trucs comme ça. Mais c'est ça, j'étais vraiment, je dirais le deuxième vendeur même. Alors il y avait quelqu'un d'autre, puis ensuite, une compagnie au Québec, avoir quelqu'un au Québec qui parle français, ça aide beaucoup. Alors, j'ai commencé mon acheminement là. C'était quand même, on se cache pas là, la vie de startup, c'est pas toujours facile. Puis, même ça, je sais pas c'est quoi le pourcentage de startup qui, ça fonctionne pas là, le pourcentage qui commence puis là ensuite ils font faillite. C'était pas facile au début, vraiment trouver c'est quoi notre cible, le type de client. Delve, c'était une compagnie qui s'est fait acheter par SecureWorks il y a à peu près 3 ans. C'était une compagnie de gestion de vulnérabilité qui faisait vraiment le focus sur la priorisation des vulnérabilités. Alors, un CVSS 10. Chez une compagnie, ça pourrait être quelque chose pas critique chez nous, dépendamment sur les assets qu'on monitor, des trucs comme ça. Alors, c'était quand même très intéressant. C'était un bon pied dans la porte, comme on dit. Et c'est ça, c'était vraiment, dans les startups, la plupart du temps, c'est vraiment les premières ventes, les premiers clients, c'est des amis. C'est vraiment, comment tu dis ça, bouche à oreille, c'est ça? Oui, en plein ça. Ouais, c'est ça, c'est tout dans l'entourage des fondateurs dans lequel justement les premiers clients se font, ou en tout cas du moins le premier tour, puis c'est habituel, ça, ce genre de façon de fonctionner là. En quelque sorte, c'est du love money, mais pas du love money d'investissement, mais du love money de clients qui viennent justement crédibiliser jusqu'à un certain point la solution, puis la tester un peu dans le monde réel. Oui, exactement. Et aussi, des personnes
connais très bien quand ils deviennent clients. C'est sûr, tu vas peut-être les donner des bons escomptes, des trucs comme ça, mais c'est vraiment, la plupart du temps, c'est des personnes que tu vas avoir beaucoup de confiance, qui vont pas te mentir. Puis tu vas avoir du feedback vraiment critique qui est vraiment important avec pas de bullshit. Là, c'est vraiment. Alors c'est le fun, mais après un peu de temps, ça va vite là, les leads comme qu'on appelle qui rentrent. Alors là, il faut vraiment mettre le focus sur, OK, est-ce qu'on va national, est-ce qu'on va international? Et puis vraiment trouver c'est quoi le cible parfait pour les clients. T'sais. Puis ça, c'est vraiment difficile au début. Afin de mettre en dollars, puis faire des projections, des trucs comme ça, parce que c'est sûr, avec des investisseurs qui rentrent dans la game, ça change quand même la game beaucoup. Là. Ouais, ben, il y a beaucoup de comptes à rendre au VC, là, au premier cycle tous les cycles d'investisseurs sont à peu près comme ça, mais pas avec les mêmes engagements. Là. Justement, il y a beaucoup de projections et de devoir justement amener ou à matérialiser ce que tu appelles des leads. Là. Ouais. Des leads, ouais, c'est ça. Ils appellent ça des founder leads, là, quelque chose du genre au début. Puis c'est vraiment des connexions, des collègues, des ex-collègues, des trucs comme ça. C'est des gens qui connaissent puis qui savent un peu c'est quoi la compagnie que tu travailles pour. Alors, c'est sûr, les 2 derniers startups, c'était plutôt ça au début. Ensuite, c'est sûr, comme la compagnie grandit, tu as des nouveaux players qui rentrent dans la compagnie, dans la game, comme on peut dire. Et ensuite, d'autres investisseurs, le monde commence à s'intéresser. Si il y a un bon produit, c'est sûr, puis si ça va. Et là, ensuite de là, c'est vraiment c'est vraiment le tour au marketing. Moi, je suis pas un gars de marketing, mais c'est sûr que les ventes et le marketing sont, ça doit être, il doit se parler beaucoup, on va dire. Alors, c'est quand même un peu tough au début chez Delve. Ensuite, on a vraiment trouvé le marché. On a engagé d'autres personnes, un Chief Operating Officer des États-Unis, des trucs comme ça, qui est maintenant le CEO chez Flair, mais on peut parler un peu de ça après. Et c'est ça, après un bout, on a engagé d'autres, du monde de marketing, des personnes vraiment plus spécialisées dans le marketing, d'autres vendeurs. Et ça a été bien pour quelques années. Ensuite, ils ont vendu. C'était leur décision. C'était de vendre, puis juste faire le cash-out, puis qui est très respectable. Et ensuite, comme ça, c'est toujours la partie qui est pas le fun dans les ventes. C'est you're disposable, quote unquote. Alors, m'excuse la grosse compagnie des États-Unis, il y avait déjà genre 1000 vendeurs de marketing. Mais petite anecdote drôle, après ça, ils ont dit sorry, mais on a déjà plein de vendeurs, plein de marketing, alors buy marketing et vente. Alors là, j'ai fait faire l'introduction à Mathieu Lavoie, qui est le CTO chez Flair maintenant. Et quelques mois après, j'ai commencé tout de suite chez Flair. C'était une autre startup. Il y avait un autre vendeur où il était en train d'engager un vendeur. Puis là, il allait justement juste en engager un. Et là, Gabriel chez Delve a contacté Mathieu, il a dit hey, tu sais, t'as vraiment besoin d'engager ce gars ici, il cherche un job. Il fait un bon job. Tu sais, je pourrais t'en parler plus de Delve, là, tu sais, on a quand même eu je peux pas parler des chiffres et tout ça, mais quand même très bien été. J'étais où là? Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, quelques mois après, il y a des personnes de Delve qui est maintenant SecureWorks qui m'ont contacté et ils ont dit hey, aimerais-tu retourner? Mais ils n'ont pas dit ça comme ça. Mais c'était comme hey, comment ça va chez Flair? Est-ce que tu es content? Blablabla. Puis je pouvais te dire un peu où ils s'en allaient avec ça. Puis ils ont dit oh, on a fait une erreur. Vous êtes une compagnie au Québec, il n'y en a pas de vendeur en français. J'ai dit hey, trop tard, je m'excuse, mais ça va super bien chez Flair. Ouais, mais ça c'est un peu les compagnies américaines ne comprennent pas l'importance du français au Québec, justement, faire de la business.
Ou en tout cas, minimalement, le bilinguisme, peut-être pas autant le français que le bilinguisme est important. Puis l'aspect culturel aussi est très important dans ce que tu portes très bien d'ailleurs, là, ce qui fait que c'est une belle reconnaissance que quand t'es passé dans le trap, ben, ils te rappellent, puis ouais, non, on a fait un souci, mais en même temps, tu as clairement pris l'habitude des startups, puis Secureworks n'est plus une startup non plus. Là. Exact. Secureworks, c'est une très grande compagnie. Mais là, c'est ça, j'ai commencé mon cheminement avec Flair, qui avait déjà beaucoup plus de marketing, qui était plus organisé. C'était une compagnie, j'étais, je pense, employé numéro 15. Alors, quand même avec des soucis, c'est certain. Puis ensuite, on a pu aller à notre série. On avait du seed funding, comme ils appellent ça. Alors, une première ronde, c'est ça, Ami qui investit dans la compagnie. Et ça allait bien. Il y avait déjà des gros clients quand même ici au Québec. Une grande banque, la grande banque au Québec que tout le monde en sécurité a travaillé pour, qu'on connaît. Mais ensuite, d'autres clients, quand même des clients de prestige. J'étais vraiment intéressé dans le produit. On en parle un peu après, mais je crois qu'on va avoir une conversation. Tu vas avoir une conversation avec Mathieu, justement, qui pourra parler plus de ça. Alors, les gars qui ont fondé Flair, Mathieu, j'ai discuté, Johan, mon petit trépanier et Israël Allé, je les ai rencontrés. Puis, c'est des gars super sharp, super bright, que j'étais vendu là, 100% aussitôt que j'ai entendu ce qu'ils faisaient. Mais surtout un gars qui était pas très sécurité, j'ai entendu dark web, c'est comme wow, cool. Ok, je vais vendre quelque chose à faire. Tout à fait. Puis là, tu commences à beaucoup aimer plus l'univers des startups. Toi, qu'est-ce qui te fait plus vibrer comme vendeur dans cet univers-là? Parce que c'est d'autres perspectives. Tu n'as pas le même appui qu'il y a dans les plus grandes compagnies qui viennent justement dire, mais tu l'as dit en entrée de jeu que d'être très formel et très cadré est un peu moins dans tes intérêts. Ouais, c'est ça. Porter le suit and tie, comme je disais, c'est vraiment pas mon affaire. Puis je pense vraiment être capable d'être soi-même. Puis pas juste un numéro, surtout en vente, c'est vraiment cutthroat, comme on dit. Tu vends pas, tu perds ta job. C'est aussi facile que ça. Avec les startups, c'est sûr que on fait pas toujours les quotas, mais on n'a pas vraiment de quotas parce que c'est difficile à savoir c'est quoi les chiffres. Il n'y a pas de répétition à chaque mois ou à chaque trimestre. Dans les derniers 5 ans, on a eu, je dis n'importe quoi, 1 million par trimestre, exemple. Alors, on faisait 1 million 100 000 le trimestre prochain, des trucs comme ça. Alors, c'est vraiment, j'aime ça vraiment essayer des différentes choses, des différents sales pitch, comme on dit, des différents messages, voir qu'est-ce qui marche. J'ai quand même été très... ça a quand même été pas facile, mais c'était un peu plus facile parce qu'on avait déjà des clients, parce que j'avais déjà un peu d'un nom surtout au Québec. On va pas se cacher, c'est sur la plupart de mes clients au début, c'était des clients de Québec, des clients que j'avais déjà eu de l'ancien job que je connais maintenant, qui sont des amis même. Il y a beaucoup de personnes. La communauté au Québec, vous savez, là, c'est quand même une très belle communauté qui, tout le monde se connaît, tout le monde est super gentil, mais la plupart des gens. Il y a toujours des personnes la plupart, oui. Ouais, il y a toujours des personnes dans chaque domaine. C'est ça. Ça, c'est mon opinion. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. J'aime juste le chaos. Puis avoir plus de say, comme on dit, dans ce qui se passe, et ton opinion compte vraiment, surtout étant le premier vendeur. Là, maintenant, j'ai une VP de vente, on est 2 autres vendeurs, on a client succès, on est quand même une plus grande équipe, je pense. Quand j'ai commencé, c'est ça, j'étais employé numéro 15, puis là, on est rendu employé numéro 60. Ça, c'est dans 2 ans et demi, alors on grandit quand même. C'est vraiment cool de voir ça, puis c'est vraiment la première fois. Je pense la 5e startup que je fais, mais c'est comme je leur dis tout le temps, moi je suis 115, c'est 1000% dans Flair. Je vois vraiment le potentiel, puis on est vraiment chanceux d'être capable de comment dire ça, piger
c'est the best of the best dans chaque tout de suite. Surtout, pas juste au Québec, mais un peu partout. On a vraiment des rockstars là, sur l'équipe de marketing, sur l'équipe d'ingénierie. Nos ingénieurs, nos développeurs, tout le monde a vraiment fait un beau produit, puis ça a tellement évolué dans les dernières années. Puis tu sais, le feedback que je leur donne, il prend à cœur. C'est pas juste si je suis chez, disons chez, je peux pas penser à quoi, mais disons je suis chez Google, tu sais. Puis je dis hey, ça serait cool d'avoir ça pour un client. Ils s'en foutraient un peu là, tu sais. Mais c'est ça, vraiment avoir un say, une opinion important chez la compagnie. C'est sûr, tu vois la compagnie grandir, puis tu vois, ça fait partie de ça, puis ça vient un peu. Tu sais, je dirais qu'on est maintenant, on n'est plus des hommes, on n'est plus un enfant, on est maintenant un adolescent. Alors, on essaie encore de trouver, tu sais, c'est quoi qui marche, des trucs comme ça, mais c'est quand même le fun. C'est la première fois que je vois vraiment l'évolution, puis que ça va vraiment dans la bonne direction. Pas la première fois, mais que je me mette à fond, puis je suis vendu 100% dans Flair. Si tu me vois aux conférences, je vais toujours avoir une casquette Flair ou un hoodie Flair. Je suis très fier. Ouais. Oui, mais c'est tout à fait très important. Puis l'autre aspect, puis ensuite je vais te remettre justement sur Flair. Tu mentionnais que justement c'est avec, je pense, c'est Delve qui t'a fait basculer dans l'univers de la cyber, dans lequel tu as eu ton baptême, si on veut, là, l'univers de la cyber. Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas toujours nécessairement simple. J'aide des gens à basculer en cyber aussi parce qu'il y en a qui ont des intérêts. Toi, c'est comment tu as abordé cet univers-là qui est quand même assez particulier à bien des égards? Là? Ouais, bonne question. C'est sûr que beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Puis même à ça, je me rappelle avoir genre un 101 en cybersécurité qui était genre 2 jours avec quelqu'un chez Dell. Puis j'étais tellement fucking perdu. Là. Après, j'étais comme, oh my God, de quoi je m'embarque, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a encore des choses qui fait pas de sens pour moi. Puis je suis sûr que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Mais c'est sûr, la cyber, c'est vraiment un univers totalement différent de n'importe quoi j'ai jamais été. Alors, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, beaucoup d'apprentissage, mais aussi, tu sais, ça a vraiment cliqué. Je m'ai commencé à m'organiser avec les conférences, tu sais, parler à des gens, rencontrer des gens. Tu sais, ça fait quelques années maintenant que je suis le bar manager à NordSec. Si vous connaissez NordSec, la conférence à Montréal. Je pense un des plus gros CTF présentiels au monde, ou au moins en Amérique du Nord. Ça semblerait qu'il y ait une petite chicane de ce côté-là sur qui a le plus gros, mais on va dire que c'est dans les plus gros au monde en présentiel. Là. Yeah, OK. We'll stick with that. Un des plus gros. Alors, tu sais, puis vraiment, tu sais, puis ensuite, j'ai commencé chez Flair, puis avec David Etu, qui était un des cofondateurs, puis lui a commencé, il m'a demandé si je voulais faire partie de B-Sides Montréal. Alors ça, je m'ai impliqué à fond, je suis maintenant président. Tu sais, on a une super belle équipe de B-Sides Montréal. Alors, c'est vraiment s'impliquer dans la communauté. Moi, je peux pas aller donner un talk, comme tu sais, je peux pas aller donner un talk sur reverse engineer malware, genre machin, là. Alors, la façon de redonner à la communauté qui m'a été, c'est vraiment, qui a été très généreux avec moi. C'est comme ça que je le donne en organisant une conférence à titre bénévole. Tu sais, on travaille fort toute l'année. Comme, tu sais, je sais que tu fais partie de quelques conférences aussi. Alors, tu sais, c'est beaucoup de travail, mais c'est ça. Je pense que ça, c'était la meilleure façon de vraiment, puis ensuite, rencontrer des gens, apprendre leur histoire, apprendre, tu sais, entendre ça demeure des humains, hein. Même si on est en cyber, tout tourne quand même autour des humains. Hein. Ouais, exact. Tu sais, puis je suis un gars super social, j'espère en tout cas pour ton ventre, mais je suis un gars super social, puis j'aime entendre. Tu sais, à force d'être avec des gens en sécurité, des 5 à 7, des parties, des conférences, juste n'importe quoi, tu sais, des lunchs entre amis. À force d'être avec des gens en sécurité, tu commences vraiment à apprendre c'est quoi la sécurité. Puis pas juste ça qui est sur le net, tu sais, dans Microsoft, How to be a hacker. Non, je dis n'importe quoi, mais tu sais, vraiment entendre des expériences, puis entendre, tu
c'est quoi la sécurité, c'est quoi la sécurité pour eux. Je pense que ça, c'est très, très important pour t'incorporer si tu n'as jamais été en sécurité. Puis, tu sais, c'est le fun de connaître ton produit comme vendeur, mais la sécurité est un peu différente. Je pense que c'est beaucoup de monde en sécurité, ils ne veulent pas nécessairement parler. Ils savent qu'il faut qu'ils parlent à un vendeur pour le produit, ce qu'ils font un POC ou quelque chose, un POC, quelque chose du genre, mais pas nécessairement, personne ne veut nécessairement parler à un vendeur, tu sais. Puis, j'essaie vraiment de changer ça avec, hey, je suis en sécurité, écoute, j'organise B-Sides, je suis vraiment impliqué, j'aime vraiment la communauté. Tu sais, je pense que ça aide beaucoup c'est un mauvais mot, j'allais dire infiltrer, mais c'est pas important ça. Je pense vraiment. En tout cas, mettons, t'intégrer dans la communauté, là, serait exact. Ouais, exact. Alors, c'est un peu ça. Puis encore une fois, j'étais vraiment chanceux, mais je suis un gars qui croit vraiment en karma. What you give, ce que tu donnes, tu vas avoir, tu vas recevoir en retour. Pas nécessairement la journée même ou l'année même, mais j'ai une très grande croyance en karma. Oui, puis je pense que ça, on le partage parce que le fait que je retourne énormément de choses de la communauté s'appuie exactement sur la même chose. La communauté est très généreuse avec moi il y a longtemps, mais maintenant, je retourne pour justement laisser les autres maintenant pouvoir monter, pouvoir faire leur place, notamment toi dans ce cas-ci qui est en pleine croissance dans le domaine. Retournons à Dell, justement, tu as fait de la bascule, justement, ils t'ont présenté tout ce que c'est, fait que justement, tes premières énergies avec eux autres. Là. Ouais, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de shadowing, j'étais sur des appels comme j'avais pas ma caméra, j'avais pas mon micro, j'écoutais beaucoup. Là, je me rappelle le premier appel que j'ai fait toute seule. J'ai totalement fucké ça. C'était un des pires appels de ma vie. J'avais pas d'idée de quoi personne parlait. Je pouvais même pas écrire des notes parce que les questions c'était un après l'autre. Puis encore une fois, j'étais comme oh my God, qu'est-ce que j'ai été faire là? Pourquoi je suis mis en sécurité? Puis pour être honnête, j'étais un peu triste, un peu déprimé. J'étais comme oh non, je suis pas smart, je suis pas smart assez. J'ai pas les compétences à faire ça. Puis c'est sûr, tu commences vraiment à. Je suis un gars qui est quand même très difficile sur moi-même. Alors j'ai trouvé ça vraiment tough. Ensuite, c'est sûr que les gars, les prochains appels, ils m'ont aidé, ils ont eu des appels avec moi. Puis là, ouais, c'est sûr, j'ai eu un peu peur, puis je l'ai vraiment questionné. Puis ça a été comme ça pour un bout, pour être honnête. Parfois, je le montrais pas, puis ça semblait, ils disent, il y a un dit-on, act as if, j'essaie vraiment de faire ça. J'essaie de promouvoir que j'étais confiant, puis tout allait bien, mais j'arrivais chez moi à la maison des fois, puis j'étais comme, oh my God. J'ouvrais 2 bières, puis let's go, là, oui, non, je comprends. Puis, pour pouvoir en avoir accompagné plusieurs personnes en cyber, les premiers temps sont effectivement très difficiles. Et tu te questionnes sur le sens de ta vie parce que justement, est-ce que tu as fait le bon choix? Parce que des fois, la marche a l'air très grande, mais une fois que tu as fait la bascule, puis tu as vraiment y compris, ça va tellement mieux, puis c'est facile pour, en tout cas, perception là, de ce que j'ai su, là, c'est beaucoup plus facile une fois que après ce moment difficile, cette marche dans le désert. Ouais, c'est ça, c'est sûr, pas en vente, après ta première vente, ta confiance, quoi, genre, fois 50 000, t'as ta première vente, puis c'est sûr, t'as beaucoup d'aide avec les personnes, surtout en startup avec les co-founders, parce que t'es très proche avec eux, parce que c'était eux qui vendaient leurs produits avant. Mais c'est pas nécessairement des gens, ils connaissent la business, ils connaissent, mais pas nécessairement la vente, tout le marketing. Ils connaissent leurs produits, c'est sûr, c'est les meilleurs, parce que c'est eux qui l'ont commencé. Mais c'est ça, c'est sûr que je dirais les premiers 6 mois, c'est toujours vraiment top, même la première année. Puis ça arrête jamais d'être facile, c'est sûr. Comme tout dans la vie. Je dirais pas tout, mais bon. C'est sûr que les premiers 6 mois sont vraiment tough, mais là, une fois que ça commence à rouler,
à rouler, ça roule. Comme c'est ça, même chez Flair, on a eu en première année, ça a été excellent. La deuxième année n'était pas si fantastique que ça. Puis encore une fois, même après 2 ans, tu commences à te questionner des trucs comme ça. Mais là, l'année dernière, avec notre VP, avec le nouveau chef de marketing, nos ingénieurs, comme je disais, nos développeurs qui sont malades, sont excellents. Le produit a évolué aussi. Comme chez Delve. Alors, le produit évolue. C'est sûr, ça fait notre job comme vendeur. Beaucoup plus facile quand le produit marche, quand le produit est bon, quand le produit, c'est bien beau d'avoir un produit. C'est bien beau d'avoir des vendeurs qui ont beaucoup d'expérience, ça, mais si tu n'as pas de produit à vendre ou un produit qui fait de l'allure, ben, c'est un peu impossible. Mais c'est ça. Il y a vraiment, dans les startups, je pense qu'il y a vraiment comme au début, c'est sûr, c'est tough, puis ensuite, tu commences à aller. C'est pour ça, je pense, beaucoup de compagnies en startup, ils viennent trop excités, ils engagent, ils sont comme, OK, on a eu 3-4 ventes, des grandes compagnies, là, ils engagent tout le monde, ils engagent beaucoup trop, ils vont bien trop, ils viennent bien trop excités au début, puis là, ça crash. Parce que tu vas avoir... Ils brûlent tout l'argent tout de suite, là. Exact. C'est comme, on a eu l'argent, let's go, on engage tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment un roller coaster. Ça va vraiment haut, puis là, ça crash. Puis là, mais il faut que tu sois prêt à être capable de dealer avec les crashs. Puis c'est pas toujours beau, tu sais. Non, c'est pas toujours facile là, quand les moments sont un peu plus difficiles, justement. Puis l'argent est toujours très central à l'existence d'un start-up. Tu parlais d'évolution du produit. Pour un vendeur, c'est un défi parce que quand tu es rentré jour 1, et ce que tu vends maintenant, c'est plus du tout, c'est le même concept, mais c'est plus le même produit parce que ça a beaucoup évolué. Ça doit te présenter des défis quand même très intéressants qui dépassent même ceux de juste connaître la cyber. Là. Ouais, exact. Alors, c'est sûr que on a la compétition dans le marché. Et au début, on prenait n'importe quel appel. Si quelqu'un était intéressé, on faisait pas de background, rien. On les parlait parce que on avait peut-être 3 appels organisés par semaine avec des clients potentiels. Là, c'est différent. Puis c'est sûr qu'on a quelqu'un qui va regarder au formulaire les gens remplissent sur le site web. Si c'est genre un gars dans son sous-sol, on vend pas à des individus, on vend vraiment à des entreprises. Alors, on va faire des checks comme ça qu'on faisait peut-être pas nécessairement, mais on le faisait un peu là, mais moins, on était moins strict, on va dire. Mais c'est ça, avec les clients que tu onboard, les clients qui viennent à bord avec toi ou à la compagnie, ils demandent certains trucs. Puis là, tu commences à voir les mêmes choses qui apparaissent. Puis c'est sûr que tu perds des ventes à cause de certains trucs ou certaines fonctionnalités. Puis ça, c'est tough. Mais c'est sûr, ça, c'est un autre challenge en startup. Il faut vraiment prioriser les fonctionnalités, les trucs, les bugs, des trucs comme ça pour le produit parce qu'on n'a pas, on n'est pas Google, on n'est pas Amazon, on n'a pas 75 000 développeurs, tu peux en mettre genre 100 sur quelque chose pour genre let's go, on a besoin de ça dans 24 heures. Il faut vraiment prioriser. Puis parfois, comme vendeur, ça peut être tough si que c'est un très gros client que tu travailles dessus, puis ils vont avec la compétition juste pour ce que nous autres, on penserait comme vendeur et un petit produit ou une petite fonctionnalité. Mais si tu parles aux engineers, ils sont comme non, ça c'est beaucoup de travail, c'est des semaines, genre. C'est un peu tough à avaler parfois, mais ouais, c'est vraiment cool d'avoir les évolutions des produits. Puis, on a plusieurs partenaires un peu partout dans le monde maintenant que je dirais pas trop c'est géographique, mais c'est sûr, tu as des différentes affaires avec les différentes géographies, mais je pense que c'est pas mal toutes. C'est beaucoup des sources maintenant. Puis on n'a pas vraiment parlé de Flair puis ce qu'on fait, mais beaucoup des sources qu'on collecte, exemple, des trucs comme ça, c'est des demandes que, nous on a vu avec notre équipe de recherche, ou 2 que les clients demandent, mais c'est ça, voir où le produit a été dans les derniers 3 ans, c'est malade, là, c'est complètement différent de quand j'ai commencé, puis là, des fois, je me demande comment j'ai pu vendre ça il y a 3 ans, tu sais.
qu'est-ce qu'on vendait? Mais je le sais, là, mais c'est quand même très cool comme produit, mais là, c'est rendu à un autre level. Ouais, ben, comme tu dis, on a oublié de mentionner qu'est-ce que c'était Flair. C'est juste faire un cours descriptif, là. Justement, même si c'est un peu aléatoire, là. Puis, de toute façon, moi, je suis aléatoire, fait que ça va bien, ça passe à la fin. On peut toujours edit le podcast, le mettre au début. Non. Ouais, Flair, alors, on est vraiment on est software, alors, software as a service, comme tu dis. Alors, un logiciel qui fait ça a été fondé à Montréal, alors, par les gars, j'ai dit tantôt. Eux utilisaient il y en a une couple d'eux qui utilisaient des produits comme Flair qui étaient beaucoup trop chers, qui étaient beaucoup trop compliqués à utiliser. Ça prenait vraiment quelqu'un à temps plein à faire la job, à travailler dans la plateforme, puis on dit, hey, on peut faire ça beaucoup plus facile, beaucoup moins cher, beaucoup meilleur avec des différentes sources. Alors, ça, on fait la vigie de tout ça qui est à l'externe de ton périmètre si tu es une compagnie, exemple, ou une entreprise. Alors, on va regarder, c'est sûr, Flair a commencé comme une compagnie de vigie de Dark Web. Alors, même comme moi, je commençais, c'était seulement Dark Web. On regardait les forums, on regardait les marchés, des trucs comme ça. Pour si quelqu'un vendait les trucs de les employés, ça pourrait être des leak credentials, ça pourrait être c'est vraiment n'importe quoi, là. Les sites de rançon logiciel. Je suis sur la difficulté avec ce mot-là. Ransomware. Alors, c'est ça, c'est pour les entreprises, pour aussi faire la vigie de les tiers critiques, alors tes third party, si eux ils sont hackés, il y a des documents sensibles entre la compagnie et leur tiers qui s'est fait hacker, on va le trouver, tu sais. Puis là, on a vu qu'il y avait un gros espace pour tout ça qui est Clear Web. Alors, on va regarder des trucs comme GitHub, voir si les développeurs d'une compagnie, peut-être, ils vont faire un commit avec des clés d'API par accident. Alors, on ne regarde pas juste ce qui est malicieux, on va regarder n'importe quoi qui est dehors de votre périmètre. C'est sûr que la compagnie va avoir des firewalls, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive à tout ça qui est à l'extérieur, tu sais. Alors, on va regarder maintenant, on a ajouté aussi des affaires comme Telegram. Comme on sait que Telegram prend beaucoup d'importance dans le milieu de sécurité, surtout Dark Web. Je dirais même, c'est probablement la plus grosse source Dark Web. Beaucoup de gens vont, parce que c'est bien plus facile de se connecter que d'aller sur Tor, faire des downloads de des documents. Moi, je fais un peu de musique, puis la manière dont je partage les fichiers, j'ai appris à travers de Flair que Telegram, c'était un excellent service pour télécharger puis envoyer des documents. Histoire drôle, je suis sur un record label qui est en Espagne, puis on avait fait une chanson, notre première chanson, c'était quand même assez politique. Puis en Espagne, t'as pas le droit de faire la musique qui est political, genre. Alors, ils voulaient pas qu'on transfère des fichiers de notre chanson sur WhatsApp ou quoi ça. Alors, il fallait qu'on l'envoie sur Telegram. En tout cas, je suis en train d'aller un peu off the record, mais c'est ça, c'est juste pour dire, il y a toujours des nouvelles sources, puis il y a toujours des nouvelles affaires, puis des trucs, les Stealer Logs en ce moment, si vous connaissez les Stealer Logs, ça c'est quand même très, très important, puis on fait la collecte de plusieurs différentes sources pour ça. Mais c'est ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, ça a fait un bon tour de ce que le produit fait, qu'est-ce qu'il y en est. Ça fait un tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des facettes qu'on n'a pas couvertes que tu aimerais discuter? Non, je pense que c'est pas mal ça. Là. C'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Si tu as d'autres questions, on peut toujours faire une autre petite session où je pourrais joindre avec Mathieu sur le prochain appel. Là.